Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler de la probable perte, du moins première perte, d'un Rafale en conditions de combat et peut-être même d'un combat aérien face à des J-10C de fabrication chinoise. Lors de la riposte indienne sur le Pakistan il y a quelques jours, le Pakistan a annoncé avoir abattu 5 avions de combat indiens, dont 3 Rafales. Alors comme toujours, il est difficile de confirmer ces affirmations. Toutefois, il semble bien qu'au moins un Rafale ait été abattu si l'on en juge par plusieurs images apparues sur le net. Par exemple, ce morceau de dérive semble parfaitement crédible, avec en plus le numéro de série BS001 qui permet d'identifier l'avion, qui était le premier avion, le premier Rafale livré à l'Inde. Alors, il y a eu tout un débat pour savoir si cette image n'avait pas été trafiquée. Il y a des études qui disaient que ça avait été le cas, ou que cette image datait en fait de 2024. Les images semblent pourtant correspondre bien à un Rafale. On a aussi ces images d'un moteur dont les tuyères, si on les compare à un Rafale, correspondent relativement bien. Alors s'agit-il du même appareil? Il est toutefois impossible de répondre à cette question. Comme toujours, une image n'est pas toujours une preuve, donc il faut savoir rester prudent. A-t-il été abattu par un missile solaire ou lors d'un engagement aérien? Il est impossible de le dire à ce stade. Tout ce que l'on sait, c'est que des avions indiens auraient été abattus au-dessus du territoire indien et non pakistanais. Certaines rumeurs parlent de l'implication du missile PL-15E de fabrication chinoise, car un débris aurait été identifié sur le territoire indien, et même visiblement un deuxième entre-temps. Y a-t-il un lien entre ce missile chinois et le Rafale potentiellement abattu? Il serait bien hâtif de le dire. Le but de cette vidéo n'est donc pas de vous débriefer ce qu'il s'est passé, puisqu'on n'a pas tous les éléments pour pouvoir analyser et juger, et il est fort probable que l'on n'en ait pas avant un moment. Par contre, les critiques vont certainement venir à l'encontre du Rafale. Donc, je vais vous donner des éléments de compréhension en matière de combat aérien moderne pour que vous compreniez que les qualités de l'avion ne sont pas nécessairement à blâmer. On va souvent entendre dire, je pense dans les prochains jours, que le Rafale est finalement moins bon que le J-10 chinois. Vous allez voir que dans la pratique, les choses sont beaucoup plus nuancées que ça peut paraître. On va d'abord parler du combat à longue distance, combat aérien à longue distance, que l'on appelle dans le jargon le combat BVR. BVR pour Beyond Visual Range, c'est-à-dire au-delà de la portée visuelle. Le combat aérien moderne est loin d'être aussi simple que de considérer qu'il suffit de tirer un missile et de dégager et le missile fera son travail. C'est un milieu qui est extrêmement tactique, où la technologie et notamment la portée des missiles, comme vous allez le voir, ne fait pas tout. On résume souvent les performances de combat d'un avion à sa manœuvrabilité ou à celui qui a les missiles qui portent le plus loin. Alors ce genre de raisonnement est totalement réducteur comme vous allez vous en rendre compte. Pour comprendre, on va aborder plusieurs comparatifs et on va commencer par le comparatif entre le Rafale et le J-10C. Sur le papier, beaucoup diront que le Rafale est meilleur. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ça veut dire quoi, meilleur? Quand on dit meilleur, meilleur en quoi? Meilleur sur quoi? Meilleur comment? Il ne s'agit pas de comparer deux télévisions sur lesquelles on va pouvoir analyser paisiblement les données techniques. Ces dernières données sont justement classifiées et non disponibles dans le domaine public. On va donc seulement pouvoir faire une estimation des capacités de chacun de ces avions sur la base d'informations venant parfois des constructeurs qui peuvent justement les surestimer pour mieux vendre leur avion, voire les sous-estimer pour cacher le potentiel réel. Il faut bien être conscient de ces limitations. On va donc comparer sur ces deux appareils les performances de leur radar, ou du moins ce que l'on en sait de manière
officielles, ou en tout cas de sources officielles. Je rappelle que ça n'est pas forcément exactement la réalité. Il y aura pas mal de paramètres à nuancer, comme vous allez le voir. On va comparer aussi les missiles dans leur inventaire. Alors, on ne va pas regarder tous les missiles, on va regarder principalement 2, c'est-à-dire les missiles qui portent les plus loin. Et c'est également leur autoprotection, c'est-à-dire leur capacité à se protéger contre les missiles, à pouvoir les brouiller, à pouvoir les leurrer. En ce qui concerne le radar, il est admis que le Rafale aurait une portée officiellement déclarée de l'ordre de 200 voire 250 km. Quant au radar du J-10C, il porterait selon les estimations à environ 150 km. À savoir que les deux avions possèdent un radar de type AESA, c'est-à-dire un radar à balayage électronique et à antenne active. C'est ce qui se fait de mieux en termes de radar à l'heure actuelle. Avantage au Rafale à première vue, mais attention, méfions-nous du matériel chinois. On est parfois encore tenté de penser que les Chinois sont dans du bas, voire du milieu de gamme, parce que c'est ce que l'on a longtemps considéré concernant le matériel qui venait de Chine. C'était le cas avant. Je peux vous assurer qu'en matière de technologie de défense, et notamment de radar, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Les Chinois ont fait des progrès considérables. Ils disposent des meilleures technologies et je peux vous confirmer que ces dernières années, notamment ces 15 dernières années, ils ont très certainement rattrapé les Américains et les Européens en la matière. Et ils ont dépassé les Russes, ça, depuis longtemps. Oui, les Russes sont derrière les Chinois en matière de technologie radar. Ça, c'est une réalité. D'autant qu'il y a une forme de flou sur leur réelle capacité, ce qui ne facilite pas l'évaluation de leur performance. On a beaucoup de mal à savoir ce que vaut le matériel chinois en matière de défense. Il faut savoir que l'armée de l'air chinoise a plus d'avions équipés de radars AESA que n'importe quel autre pays, et certainement même plus que les Américains aussi, car ils ont modernisé très vite leur aviation ces dernières années avec l'introduction de plusieurs types d'appareils qui sont beaucoup plus évolués, à savoir des versions évoluées du Sukhoi 27 Flanker qui sont actuellement des J-16. Vous avez également le J-20, le J-10. Il y a d'autres avions qui sont en train d'arriver et vous avez donc un nombre de plus en plus important d'appareils en service dans l'aviation chinoise avec des radars AESA. Alors ces technologies, c'est bien, mais encore faut-il voir sa cible à cette distance. Et ça n'est pas toujours le cas. Ça n'est pas parce que votre radar peut voir à de telles distances qu'il peut tout voir. La portée de détection dépend fortement de la signature radar de la cible. En d'autres termes, vous verrez certainement un Airbus à 200 km de distance, mais un chasseur qui est bien plus petit ne sera peut-être visible qu'à 100 km. Ce n'est pas la même taille. La quantité d'énergie électromagnétique qui est réfléchie par l'avion, si l'avion est plus petit, cette proportion d'énergie électromagnétique qui va revenir au radar sera plus petite et donc elle sera plus difficile à détecter, donc on détectera à plus courte distance. De plus, suivant le profil exposé de l'avion, c'est-à-dire le côté sous lequel vous le voyez, sa signature radar ne sera pas la même. Certains avions seront plus visibles de face parce que, par exemple, la turbine du moteur sera visible et cette turbine réfléchit énormément les ondes électromagnétiques. C'est le cas, par exemple, du F-15. Mais si on voit le F-15 de profil, on le détectera plus tardivement. Alors, sans donner de données réelles qui ne sont d'ailleurs pas connues, je vous donne juste un exemple pour vous donner un peu des proportions. L'avion pourrait par exemple être détecté à 120 km en étant de face. Et de côté, il pourra n'être détecté qu'à 100 km. Le Rafale, il faut savoir qu'il a été optimisé pour diminuer sa signature radar de face afin de le détecter plus tardivement. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un avion furtif, on va diminuer sa signature radar de face de façon à ce que dans une confrontation en face à face, l'ennemi puisse avoir plus de difficultés à le détecter, ou le détectera à une distance plus courte, ce qui laissera un avantage potentiel au Rafale.
Mais là encore, on n'a pas des données exactes car c'est jalousement gardé et ça on peut parfaitement le comprendre. Mais surtout, cela va aussi dépendre d'autres paramètres et notamment de la puissance du radar qu'il y a en face. Plus un radar est puissant, plus ça veut dire que la quantité d'énergie électromagnétique qui va se réfléchir sur l'avion en face va être importante et celle qui va revenir à l'antenne va être importante. Et donc, plus on a une énergie qui est importante qui revient à l'antenne, plus on a une facilité à pouvoir détecter un avion plus petit. Alors, on sait que les radars AESA ont d'ailleurs une meilleure capacité de détection par rapport aux radars d'ancienne génération qui étaient à antenne classique et qui sont parfaitement adaptés pour des cibles de petite taille, notamment des drones. Ils sont beaucoup plus efficaces pour détecter cela. Et notamment aussi des missiles de croisière. À cela, vous rajoutez la possibilité de se cacher dans le relief, qui est une tactique régulièrement utilisée. On le verra un petit peu plus loin, parce qu'on suppose que les J-10 ont justement utilisé le relief. Et un avion sera toujours plus difficile à détecter s'il vole bas, car vous avez les écho-radars qui sont renvoyés par le sol qui vont perturber la détection. Donc ça aussi, les échos de sol peuvent réduire la capacité de détection d'un avion. À quelle distance était-il lors de l'engagement avec ces Rafales? On ne le sait pas. Donc on ne peut que spéculer sur les conditions du combat qui a eu lieu. On ne peut pas non plus écarter que les avions pakistanais aient évolué à basse altitude pour se cacher, qu'ils soient montés rapidement à haute altitude, qu'ils aient tiré les missiles avant de replonger à basse altitude pour se cacher. C'est une tactique tout à fait envisageable. On va maintenant comparer les missiles. Alors, on va comparer seulement deux missiles, c'est-à-dire les missiles qui ont la plus grande portée sur le Rafale et celui qui a la plus grande portée sur le J-10. Alors là encore, si on regarde sur le papier, le Rafale est mieux armé avec des missiles Météor qui ont une portée théorique admise officiellement de l'ordre de 150 km, alors que le PL-15E embarqué sur le J-10C aurait une portée assez similaire, donc on estime plutôt dans les 120 km, un petit peu en dessous pour la version export, mais le système qui est embarqué sur le Météor, le système de propulsion, permet de réguler davantage la poussée du moteur, ce qui permet d'augmenter l'énergie du missile en phase finale. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. En quoi cela lui procure-t-il un avantage par rapport au PL-15 chinois? Il faut savoir qu'un missile classique dispose généralement d'un booster, c'est un moteur fusée, qui va le faire accélérer pendant un temps limité, de l'ordre de quelques secondes, voire une dizaine de secondes tout au plus, jusqu'à ce qu'il ait épuisé son carburant. Et le missile va ensuite planer et donc perdre son énergie progressivement, plus ou moins vite, suivant s'il fait des manœuvres ou s'il évolue à basse altitude ou à haute altitude. Le PL-15E a un moteur, lui, à double combustion. En gros, c'est comme s'il y avait un deuxième booster qui va permettre d'augmenter la portée. C'est-à-dire que vous avez le premier booster qui va fonctionner. Quand il arrive au bout de sa capacité de carburant, il y a un deuxième booster qui va s'allumer, tout simplement. Le Météor, lui, fonctionne avec un statoréacteur. C'est un système de propulsion qui va permettre d'avoir une propulsion qui sera plus longue, et donc de garder un certain niveau d'énergie plus longtemps, et donc d'allumer, d'éteindre le statoréacteur en fonction de la nécessité de parcourir plus ou moins de distance. Mais comme tout autre missile, quand il n'a plus de carburant, il va planer et va dégrader son énergie comme les autres missiles. Et même plus rapidement, parce que si on regarde la forme du missile, on voit qu'il y a des entrées d'air, donc ça crée forcément une traînée plus élevée. Donc en fin de course, même s'il aura une énergie qui sera plus forte, si on est vraiment à très très longue distance, il va dégrader son énergie sur la fin assez vite. Néanmoins, cela permet en théorie d'atteindre une cible avec un meilleur niveau d'énergie, comme on le verra après. Et plus un missile a d'énergie, quand il atteint sa cible, plus grandes sont ses chances de la suivre et de la toucher. On va parler maintenant de l'autoprotection, alors sans pour autant faire vraiment un comparatif, mais juste vous expliquer un petit peu comment ça peut fonctionner. Là encore, on est dans un domaine qui est ultra confidentiel. Il faut savoir que les avions de combat sont équipés de plusieurs antennes installées
plusieurs endroits de la cellule, ce qui est le cas sur le Rafale. Comme vous voyez, vous avez plusieurs capteurs sur l'avion qui vont permettre de détecter des émissions radar, des émissions également laser, et également faire de la détection infrarouge pour détecter les départs missiles. Et tous ces capteurs vont fusionner pour pouvoir avertir le pilote de la menace. Alors, le fait qu'un Rafale ait été potentiellement abattu en Inde laisse la porte ouverte à pas mal de critiques sur le fait que le système d'autoprotection du Rafale, qu'on appelle le Spectra, qui est le système destiné à assurer la protection et notamment le brouillage des menaces, n'aurait pas été au niveau. Alors, il faut savoir que pour qu'un tel système fonctionne, cela nécessite certaines conditions. Et là, je vais vous parler de principalement deux éléments. D'abord, la bibliothèque de menaces. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pour savoir qu'un radar vous cherche ou qu'il vous a verrouillé, il faut déjà connaître ses caractéristiques techniques. Fréquence, longueur d'onde, puissance d'émission, tout un tas de paramètres qui permettent de caractériser l'onde radar et de l'identifier. Et c'est là qu'apparaît justement peut-être une des faiblesses des pays occidentaux. Comment récupérer ces informations qui sont disponibles dans un pays où on n'a pas forcément facilement accès? Ces informations peuvent être recueillies soit par espionnage, soit par des moyens d'écoute électromagnétique. Vous savez, ces fameux avions espions comme les Rivet Joint ou le Transal Gabriel. Ils servent à ça. Je vous renvoie justement vers une vidéo que j'avais faite sur ces avions il y a déjà un petit moment pour mieux les comprendre. Les Rafales indiens avaient-ils leur Spectra programmé pour reconnaître le radar du J-10 et éventuellement aussi le radar du missile PL-15? C'est une bonne question. On ne sait pas. D'autant que ce sont des radars qui fonctionnent avec ce que l'on appelle de l'évasion de fréquence. C'est-à-dire qu'ils n'émettent pas sur une seule et unique fréquence comme les radars des générations précédentes. Ce qui peut justement les rendre très difficiles à détecter, mais surtout à brouiller. Si votre radar émet sur 4 fréquences différentes, mais que vous n'en connaissez que 2, cela signifie que le radar que vous avez en face va mettre de côté les fréquences qui sont brouillées et il va utiliser les 2 autres. Mais si votre système ne connaît pas les 2 autres, il ne saura pas les reconnaître. Il ne pourra pas les brouiller. Il ne vous avertira pas non plus d'un danger imminent, puisqu'il n'a pas du tout conscience du danger. Il ne connaît pas cette signature radar. La guerre électronique est un domaine sensible. On n'est jamais réellement certain que ces équipements seront aussi efficaces qu'on le pense tant que le combat ne se sera pas fait en situation réelle. La technologie évolue tellement vite et neutraliser des missiles équipés d'antennes de dernière génération devient aujourd'hui un exercice de plus en plus difficile. L'autre élément dont je voulais vous parler, c'est le domaine d'utilisation. Brouiller un radar ne peut se faire que dans certains secteurs bien précis. Si vous regardez le Rafale, les antennes du brouilleur sont au sommet de la dérive, un vers l'avant, un vers l'arrière. Le brouillage s'effectue donc selon un cône vers l'avant et vers l'arrière. Mais sur le côté, le brouillage n'est pas possible. Or, quand vous effectuez des évasives pour essayer d'éviter un missile, une des tactiques consiste justement à placer le missile sur le côté pour le forcer, on le verra après, à parcourir plus de distance lors de l'interception. Et donc, dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas brouiller le radar. Un pilote doit avoir une parfaite connaissance de son système pour savoir dans quelle situation il pourra compter dessus ou pas. On va maintenant parler d'un élément dont on parle assez peu quand on aborde des missiles et qui est pourtant capital, c'est la différence entre la portée déclarée des missiles et leur portée réelle. La portée d'un missile, contrairement à ce que beaucoup pensent, est loin d'être une valeur fixe. Bien au contraire, elle va varier énormément en fonction de certains paramètres. Il faut comprendre
Quand un missile a épuisé tout le carburant de son booster, il va planer. Il aura accumulé pendant la phase d'accélération de l'énergie cinétique, c'est-à-dire de la vitesse, et de l'énergie potentielle, c'est-à-dire de l'altitude. La phase d'accélération terminée, l'énergie cinétique ne va faire que baisser. Le missile va donc utiliser l'énergie potentielle, donc l'altitude qu'aura gagné le missile, pour limiter la baisse de vitesse. Mais en bout de course, la vitesse du missile peut ne pas être suffisante pour suivre la cible, et le missile sera alors défait. Voyons un peu plus en détail certains de ces paramètres. Tout d'abord, la vitesse de lancement du missile. Ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu et qui est pourtant extrêmement important quand on tire un missile. Quand le booster du missile va s'allumer, il va commencer à accélérer. Le lanceur va, avant de tirer, tenter d'accélérer le plus rapidement possible afin de donner une vitesse initiale au missile la plus élevée possible, lui donner déjà une énergie déjà plus importante. Ça va lui conférer une vitesse de pointe en fin d'accélération qui sera plus élevée et ou aussi une altitude plus élevée à la fin de cette accélération. L'énergie totale du missile sera alors bien plus élevée. C'est pour cela que l'on demande à un avion de combat d'avoir de bonnes capacités d'accélération, accélérer vite, tirer vite, puis dégager. Car durant cette phase, il peut tout aussi bien être une cible par l'adversaire. L'autre paramètre à prendre en compte, on l'oublie souvent ça aussi, c'est la densité de l'air, et particulièrement à basse altitude. Savoir que la portée d'un missile, elle sera toujours beaucoup plus importante à haute altitude où la densité de l'air est plus faible qu'à basse altitude où là la densité de l'air est beaucoup plus élevée et donc le missile va perdre beaucoup plus vite son énergie. J'ai dit tout à l'heure qu'un missile va perdre son énergie une fois que sa propulsion aura cessé. Et une des tactiques de défense qui est régulièrement évoquée face à des missiles consiste justement à plonger à basse altitude, car en faisant cela va forcer le missile à lui aussi descendre pour vous atteindre, et l'air sera plus dense, et cela va agir comme un frein supplémentaire sur le missile, et la portée du missile, une fois à basse altitude, peut facilement être divisée par 3. Certains missiles ont une trajectoire qui est d'ailleurs ascendante lors de la phase d'accélération. Cela leur permet de monter vers des altitudes plus élevées, où la densité de l'air est plus faible, ce qui va physiquement augmenter sa portée, en lui conférant une énergie plus élevée. Énergie potentielle plus énergie cinétique. L'autre élément, c'est l'impact des manœuvres de la cible. La majeure partie des tactiques d'évasive contre les missiles consiste surtout à manœuvrer. Et pour cela, la vitesse a une très grande importance, comme vous allez le voir sur les exemples que l'on va voir juste après. Cela force le missile à changer sa trajectoire et pour cela, le missile va devoir agir sur ses gouvernes, ce qui va créer de la traînée. Et donc ça va participer à freiner le missile. Et si ça freine le missile, il perd son énergie plus vite et il diminue sa portée. Mais pas seulement. Le combat à longue distance, comme vous allez le voir, est avant tout une question de géométrie. Alors oui, on va faire un peu de maths, mais de manière très basique, vous allez voir. Donc on va voir quelques cas simples pour que vous compreniez un petit peu ces notions. Alors premier cas, le cas le plus simple, c'est-à-dire qu'on est en face à face, les deux avions se rapprochent à vitesse moyenne. Les calculateurs du système de tir vont déterminer là où se trouve le point d'interception si on lance le missile à ce moment-là. Donc, si par contre l'avion, on a dit, il lance avec une vitesse supérieure, c'est-à-dire que l'avion lanceur va accélérer vite, donner une vitesse initiale au missile plus importante, ça va permettre au missile d'aller plus vite, d'accumuler plus d'énergie, et donc en fait ça va déplacer le point d'interception plus proche de la cible. Alors le missile aura parcouru plus de distance, mais au final, comme on lui aura donné plus d'énergie, il arrivera sur la cible avec plus d'énergie. Autre cas,
On va se situer dans cette situation-là, où là, cette fois, la cible va faire demi-tour. Donc vous avez le point d'interception initial, et quand l'avion va faire demi-tour, eh bien, le missile va devoir adapter son point d'interception en fonction des données que vont lui envoyer l'avion lanceur pour mettre à jour la position de la cible. Et vous voyez bien que le point d'interception, il est beaucoup plus éloigné. Et donc un demi-tour, comme vous voyez ici, ça va forcer le missile à parcourir beaucoup plus de distance. Si vous rajoutez à cela de la vitesse, eh bien en fait, vous allez avoir le point d'interception qui va être encore plus loin. Ce qui fait que dans ce genre de manœuvre, si on la fait suffisamment tôt, eh bien on peut forcer le missile à tomber à court d'énergie et donc à court de portée. Autre situation où cette fois la cible va faire un virage à 90 degrés. Donc vous avez le point d'interception initial qui est le rond noir, sauf que comme l'avion a changé de trajectoire, le missile va devoir là encore adapter sa course et il va avoir une trajectoire qui va suivre de façon à aller chercher un point d'interception qui est très en avant de l'avion pour pouvoir le rattraper. Et vous voyez que la trajectoire que l'on a, qui est courbe ici, eh bien, elle est beaucoup plus longue que la trajectoire qui était prévue initialement. Donc si vous la tirez à longue distance, eh bien, il est possible que le missile arrive à court d'énergie avant même d'atteindre le point d'interception. Si vous ajoutez encore plus de vitesse, ben là vous décalez encore plus le point d'interception en avant de la trajectoire de la cible, et donc vous avez là encore une distance encore plus élevée. Donc vous voyez là aussi l'effet de la vitesse, c'est extrêmement important de pouvoir accélérer vite pour forcer le missile justement à aller chercher plus loin, à parcourir plus de distance, à épuiser son énergie. Et si vous descendez en plus, ça va vous permettre d'accélérer plus facilement. Et vous allez descendre dans les basses couches où vous allez avoir une densité plus importante de l'air et donc le missile va là encore freiner encore plus vite. Donc ces techniques, ce sont des techniques qui sont répétées à l'entraînement, que les pilotes doivent adapter, mais il faut bien comprendre qu'il faut déclencher ces techniques et donc ces manœuvres à des distances qui sont appropriées. Si vous le faites trop tard, ben votre missile il aura quand même suffisamment d'énergie pour vous rejoindre et il pourra quand même vous intercepter. Donc ces manœuvres, il faut les faire à une distance qui est suffisante, une distance de sécurité pour éviter que le missile puisse vous toucher. Ce qui n'est visiblement peut-être pas le cas de ce qui s'est passé dans le cas du Rafale qui a été potentiellement abattu. Et on va voir justement après peut-être pourquoi un petit peu plus loin. Parce qu'il y a certainement une explication aussi à ça qui est plausible. Alors la manœuvre uniquement n'est pas toujours suffisante pour pouvoir échapper au missile. Si vous êtes dans cette situation-là, typiquement, vous pouvez être dans le domaine d'utilisation du brouilleur. Et le brouilleur va pouvoir brouiller derrière votre avion et donc brouiller directement la tête chercheuse du missile quand son radar va passer actif. Si par contre vous êtes dans une situation à 90 degrés comme ici, on l'a dit tout à l'heure, le brouilleur ne va brouiller que vers l'avant et vers l'arrière, il ne pourra pas brouiller directement le missile. Donc voilà, vous perdez cette capacité du brouillage. Néanmoins, vous allez pouvoir utiliser des leurres, ce qu'on appelle des chaffs en anglais, ce sont des paillettes métalliques qui vont créer une espèce de nuage électromagnétique derrière votre avion pour essayer d'attirer le missile vers le leurre plutôt que votre avion. Alors ce genre de technique peut marcher, mais aujourd'hui avec des missiles qui ont des radars qui sont extrêmement performants, les radars des missiles de dernière génération arrivent à faire la différence. Et donc souvent maintenant ces paillettes ne sont pas suffisamment efficaces. Elles vont être efficaces sur des missiles de plus ancienne génération, mais sur des missiles comme le PL-15, les paillettes seront très peu efficaces. C'est-à-dire que vous allez baser votre défense sur principalement deux paramètres. La capacité de votre avion à pouvoir brouiller le missile, mais pour cela, il faut que vous soyez dans le domaine d'utilisation de votre brouilleur, c'est-à-dire que vous ayez le missile devant ou derrière, et en l'occurrence, il vaut mieux l'avoir derrière. Et vous allez devoir aussi vous baser sur votre capacité de manœuvre pour forcer le missile à parcourir plus de distance et à l'épuiser plus vite. Voilà. Ce sont les deux méthodes qui sont aujourd'hui les plus efficaces pour essayer
se défaire d'un missile de dernière génération. Alors vous avez vu à présent l'importance de la géométrie, mais il y a un autre paramètre à prendre en compte sur les missiles modernes, notamment les missiles à guidage radar actif, c'est-à-dire des missiles qui ont leur propre radar et qui vont se guider eux-mêmes ensuite sur la cible. On dit souvent que ces missiles sont de type tir et oubli, ce qui est quand même vrai, mais en clair, que le missile est capable de se guider tout seul après le tir et que l'avion lanceur peut donc dégager immédiatement. C'est ce qu'on laisse entendre quand on dit ça. Alors les choses ne sont pas aussi simples que cela. Les radars embarqués sur les missiles sont de petite taille et par conséquent, ils ont une portée très inférieure à celle de l'avion lanceur. On estime que les missiles modernes comme le PL-15 ont un radar qui a une portée d'environ 20 à 30 km. Cela signifie que tant que leur cible n'est pas à cette distance, ils seront incapables de la voir. L'avion lanceur va donc devoir continuer à guider le missile s'il veut augmenter ses chances de coup au but. Et pour cela, il va utiliser son radar. On verra qu'il y a également autre chose qui peut être utilisée de manière beaucoup plus discrète. Donc en clair, si on est dans le cas d'un tir en face à face, sans manœuvre, avec guidage jusqu'à l'activation du missile, et bien en fait, l'avion va constamment se rapprocher, il va se mettre en danger. Mais il va constamment mettre à jour la position de la cible et le missile, quand il va allumer son radar, il va trouver très facilement sa cible. Si on est dans le cas d'un tir en face à face, sans manœuvre, mais sans guidage jusqu'à l'activation, c'est-à-dire qu'on a l'avion lanceur qui tire et qui fait demi-tour immédiatement. Il ne guide plus le missile. C'est-à-dire que le missile, il va naviguer de façon inertielle jusqu'au point d'interception et arriver à une certaine distance de ce point d'interception, quand il sait qu'il sera à portée radar, il va allumer son radar et il va chercher la cible. Voilà. Et peut-être qu'entre-temps, l'avion aura changé de trajectoire, il aura peut-être tourné à 90 degrés et donc il ne sera plus du tout au niveau du point d'interception prévu. Et bien à ce moment-là, le missile ne va rien trouver, le missile sera perdu. Prenons maintenant le cas d'un tir en face à face avec un virage à 180 degrés, comme on l'a dit, sans guidage jusqu'à l'activation du missile. Et bien là encore, le missile, quand il va s'activer, il va chercher la cible. La cible, elle sera très loin devant, il ne la verra pas. Si l'avion lanceur continue à guider le missile, malgré le fait que l'avion en face ait fait demi-tour, et bien ça va permettre de continuer à diriger le missile dans la bonne direction. Et le missile, quand il va arriver à la distance qui va bien, il va allumer son radar, il va chercher sa cible, il va la verrouiller et il va la suivre. Si tant est qu'il ait encore suffisamment d'énergie pour la suivre. Dans le cas à 90 degrés, si on n'a pas de guidage, là vous comprenez bien que l'avion il aura tourné à 90 degrés, il ne sera plus du tout au point d'interception qui était prévu, et donc le missile ne va pas le trouver. Si on est dans le cas où le guidage a continué à être effectué, le missile va suivre la cible sur la base des données que lui envoie l'avion lanceur, et quand il va allumer son radar, il va pouvoir trouver plus facilement sa cible. Mais là encore, il lui faudra suffisamment d'énergie pour pouvoir l'atteindre. Donc vous voyez que l'importance du guidage, elle est tout aussi importante, et ça, on a tendance à le négliger dans le combat aérien moderne, surtout à grande distance. L'importance de la tactique. Un pilote de chasse aujourd'hui doit tenter de résoudre toutes ces problématiques, comme on a vu, de géométrie, avec des vitesses de rapprochement qui peuvent avoisiner parfois 3 fois la vitesse du son. Si vous avez les deux avions qui se rapprochent à Mach 1,5, enfin Mach 1,5, vous faites l'addition, ça fait Mach 3. Prendre en compte les paramètres de tir de ces missiles pour pouvoir les utiliser dans les meilleures conditions. Être conscient des capacités de l'adversaire qu'il a en face. Et essayer soit de rester hors de portée des missiles adverses, si cela est possible, et si ça n'est pas possible, d'essayer de minimiser son exposition et d'adapter ensuite une tactique défensive, voire préventive, parce qu'il ne sait pas forcément à quel moment l'ennemi en face va tirer des missiles. Donc parfois cette tactique défensive, il faut qu'elle soit préventive pour réduire le risque d'être abattu en retour. Tout cela dans un laps de temps très court où la cible va manœuvrer et faire réévaluer immédiatement tous ces paramètres au pilote. Et peut-être
qu'un autre ennemi que le pilote n'aura pas détecté va aussi l'engager. L'arène du combat aérien à longue distance est un jeu du chat et de la souris, où le chat peut très vite basculer dans le rôle de la souris. Des rumeurs évoquent le fait que les J-10, qui auraient abattu Rafale, auraient évolué à basse altitude en se cachant dans le relief montagneux, pour éviter d'être détectés, avant d'engager les Rafales, qui étaient du côté indien, sous le guidage d'un avion radar ZDK-03 de fabrication chinoise. Ça veut dire que les J-10 sont à basse altitude, ils ont l'information avec la liaison donnée de où sont précisément les Rafales, ils vont approcher discrètement, radar éteint pour ne pas qu'on les voie, et ensuite ils vont monter, tirer leur missile et redégager sans même avoir allumé le radar, uniquement en se basant sur la liaison de données. Et ce sont les données qui sont envoyées par l'avion radar qui vont rafraîchir la position des cibles pour les missiles qui auront été tirés. Et les Rafales auraient alors eu conscience de la menace que bien trop tard, quand les missiles seraient passés radar actif, au moment où ils sont à environ 30 km de distance, ce qui ne laissait qu'à peine 30 secondes aux pilotes indiens pour réagir et faire une manœuvre défensive. Autrement dit, bien trop tard, surtout si le missile a été tiré à moyenne portée. Voilà, ce qui veut dire que le missile avait certainement encore largement assez d'énergie pour pouvoir suivre les Rafales, même dans une manœuvre défensive. C'était bien trop tard. Alors, on vous parle souvent de furtivité. Certaines tactiques comme celle-ci ne font pas appel du tout à la furtivité. Elles sont totalement discrètes. Vous n'imaginez pas que des avions de combat ont tiré des missiles parce qu'ils n'ont à aucun moment allumé leur radar. Et donc, le Spectra ne les a jamais détectés. Et vous ne savez pas que ces avions sont sous la surveillance d'un avion radar et que c'est lui qui, de très loin, assure le guidage de ces missiles en toute discrétion. Pourquoi les Chinois, dans la stratégie de guerre aérienne qu'ils essaient de mettre au point, mais ils ont prévu de frapper les avions radars AWACS et les avions ravitailleurs qui sont situés loin du front. Et ça n'est pas pour rien. C'est qu'abattre ces avions permet de déstabiliser complètement un dispositif aérien adverse. Les avions de combat seront alors forcés d'allumer leur radar et donc de révéler leur position. Et ne disposeront plus de la surveillance de ces fameux avions radars AWACS. Ils seront partiellement aveugles. La guerre aérienne moderne, c'est savoir où taper pour avoir un effet déstabilisant sur l'ennemi. Si vous sortez votre adversaire de sa zone de confort, vous le rendez plus facilement vulnérable. Dans la guerre aérienne, il y a aussi de la psychologie. Alors, certaines informations que l'on a pu avoir de l'engagement, mais ça reste à confirmer, ce sont vraiment des rumeurs, laissent entendre que les Rafales n'étaient pas équipés de missiles Météor, mais de missiles Mika avec une portée qui était bien inférieure à celle des PL-15. Et le combat aurait donc été clairement en faveur des Pakistanais, qui auraient joué l'effet de surprise sans même pénétrer dans l'espace aérien indien. Comme souvent dans la guerre aérienne, on dit toujours que ce qui vous tue, c'est ce que vous ne voyez pas. Alors, ces informations restent à confirmer, et si c'est le cas, cela démontre ce que je dis justement dans cette vidéo en vous expliquant justement ces tactiques, l'effet de surprise. Quand ces éléments sont correctement employés, ce sont des armes redoutables, surtout face à des pilotes qui se croient en sécurité au-dessus de leur territoire national et dont la préparation de la mission les aurait amenés à évoluer peut-être trop proche de la frontière pakistanaise. Quand vous planifiez une mission de combat, vous devez prévoir des marges de sécurité. Vous ne devez pas vous baser, comme cela semble avoir été le cas lors des attaques cette nuit-là, sur une absence de réaction de l'armée pakistanaise, parce que vous n'allez pas frapper directement l'armée. C'est une erreur stratégique monumentale que visiblement l'Inde a commis cette nuit-là. En situation de combat, il faut savoir frapper là où le ventre de votre adversaire est mou. Si l'ennemi a négligé certaines zones, il faut y voir une opportunité de frapper vite et fort, par surprise. Exactement ce que fait l'Ukraine depuis 3 ans avec la Russie. Exploitez les faiblesses de votre adversaire tout en tirant parti de vos points forts. C'est ce que les Pakistanais semblent avoir fait cette nuit-là, de manière très intelligente.
Si l'Inde a réellement perdu 5 avions de combat alors que la frontière n'a même pas été franchie, c'est un échec majeur en termes de stratégie militaire. Pour conclure, je pense que vous avez une vue plus claire de ce que sont les engagements aériens à longue distance, et encore, j'ai seulement gratté un petit peu la surface, je pourrais vraiment aller plus dans le détail, mais je n'ai pas voulu complexifier le sujet. Ceux qui évaluent le potentiel des avions de combat oublient que dans ce genre de combat, les qualités du pilote sont tout aussi importantes que les qualités de l'avion. La préparation de la mission doit prendre en compte les menaces potentielles et préactiver les méthodes d'attaque, mais aussi de défense, qui ont été répétées inlassablement à l'entraînement. Ces méthodes doivent être le plus possible automatisées. Les situations variées doivent faire partie de l'entraînement, afin que l'imprévu ne vienne pas vous déstabiliser. C'est donc l'entraînement sur la base de données de renseignement fiables sur les capacités des radars adverses ainsi que les missiles adverses qui feront toute la différence lors de la mission. Vous pouvez avoir le meilleur avion du monde. Si vous ne l'utilisez pas au mieux de ses capacités, tout en étant prudent face aux menaces adverses, ou si vous ne vous entraînez pas correctement, vous perdrez le combat le jour J. Si un Rafale ou un autre type d'avion a bel et bien été abattu, l'armée indienne devra adapter ses tactiques. Cela ne veut pas dire que le J-10 est meilleur que le Rafale. L'entraînement des pilotes, les tactiques et la préparation de la mission n'a certainement pas été au niveau côté indien. Et peut-être que les Indiens ont péché par excès de confiance, justement parce qu'ils restaient au-dessus de leur territoire national. Les pilotes pakistanais sont réputés pour être de bons pilotes. Si vous ne me croyez pas, allez voir l'histoire de l'armée de l'air pakistanaise, vous verrez que la première victoire aérienne enregistrée par un F-16 a été par un F-16 pakistanais, sauf que celle-ci n'a jamais été officialisée pour des raisons d'ordre politique. Je vous invite à aller vous renseigner sur cette situation. D'autres engagements sont-ils à prévoir? Seul l'avenir le dira. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une mission de guerre comportera toujours des risques de perte. Il suffit de voir le nombre d'avions de combat que la Russie a perdu depuis la guerre en Ukraine. L'adversaire essaiera toujours de contourner ses faiblesses pour trouver des vulnérabilités ou taper. J'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses. N'hésitez pas à poster vos commentaires, vos questions. Et à bientôt.